L'effet de levier, troisième composante de la richesse. Numéro 0. 3 faits à connaître pour comprendre l'importance de l'effet de levier. Jusqu'à présent, nous avons découvert 2 composantes de la richesse, la liquidité et le crédit. Dans cet article, nous allons découvrir la 3e composante, l'effet de levier. N'oubliez pas que, si nous étudions en détail les composantes de la richesse, c'est pour développer notre capacité à choisir les bons moyens pour atteindre notre objectif. Dans un précédent document d'étude, nous avons défini la richesse comme la capacité à obtenir ce que l'on veut quand on le veut. Le concept de levier est essentiel pour maintenir et accroître cette richesse. Nous définissons le levier comme une structure d'accumulation de richesse qui permet d'augmenter considérablement le montant des profits attendus en acquérant les ressources supplémentaires nécessaires pour être compétitif à un coût relativement faible. Par exemple, engager des mercenaires dans une guerre est un effet de levier. Il faut énormément de temps et d'efforts à un pays pour constituer sa propre armée. En engageant des mercenaires, mais à un coût relativement faible, vous pouvez augmenter considérablement vos ressources militaires pour participer à la guerre, et les gains militaires escomptés peuvent être très importants. Le fait d'engager des mercenaires correspond exactement à la définition de l'effet de levier. La franchise est également un effet de levier. Il faut beaucoup de temps et d'efforts pour gérer un restaurant soi-même. Cependant, si je rédige un manuel expliquant comment gérer un restaurant et que je le partage avec d'autres afin de pouvoir employer beaucoup de personnes et ouvrir plusieurs restaurants, je peux m'attendre à gagner beaucoup plus d'argent que si je devais m'efforcer de gérer un seul restaurant. Le fait d'investir en empruntant de l'argent à un taux d'intérêt inférieur au rendement attendu de l'investissement est également un effet de levier. Si vous investissez uniquement avec votre propre argent et obtenez un rendement de 20%, votre rendement sur capitaux propres est calculé à 20%. Si vous empruntez la moitié de l'argent pour investir à un taux d'intérêt de 5% et réaliser le même investissement, votre rendement sur capitaux propres passe à 35%. Si vous empruntez 75% de l'argent pour investir, votre rendement sur capitaux propres grimpe à 65%. C'est un exemple classique d'effet de levier. Bien sûr, cette stratégie à effet de levier n'est pas sans inconvénients. Elle peut vous rapporter d'énormes profits, mais elle peut aussi vous faire subir des pertes considérables en cas d'échec. C'est pourquoi beaucoup de gens sont intimidés par l'idée d'utiliser cette stratégie à effet de levier et s'en détournent, ce qui les empêche de se constituer un patrimoine satisfaisant. Cependant, l'effet de levier n'est pas une option, c'est une nécessité si vous voulez faire passer votre patrimoine au niveau supérieur. Toutes les personnes les plus riches que nous connaissons utilisent cette stratégie à effet de levier. Pourquoi cet effet de levier, apparemment risqué, est-il essentiel à la richesse? Lorsque vous comprendrez les 3 faits ci-dessous, l'un après l'autre, vous réaliserez naturellement pourquoi l'effet de levier est essentiel à la richesse. Le premier est que le retour sur investissement à long terme nécessaire pour devenir riche est beaucoup plus important que ce que beaucoup de gens pensent. Beaucoup pensent qu'ils peuvent devenir riches en vivant modestement et en économisant ou en investissant dans des actifs sûrs qui dépassent légèrement le taux d'inflation moyen, mais ce n'est pas vrai. Deuxièmement, des rendements élevés sont nécessaires, mais ils s'accompagnent toujours de risques élevés. Plus la période d'investissement est courte, plus la corrélation entre le rendement et le risque est forte. Beaucoup de gens pensent qu'en étudiant minutieusement l'objet de leur investissement, ils peuvent obtenir des rendements élevés sans risque. Cependant, ce n'est pas vrai. Si vous comprenez le concept de marché parfaitement concurrentiel, vous comprendrez que des rendements élevés s'accompagnent inévitablement de risques élevés. Troisièmement, une fois que vous savez comment gagner dans un système complexe et comment utiliser l'effet de levier de manière fiable sur le long terme, vous pouvez obtenir des rendements élevés à long terme avec un faible risque. Seuls ceux qui comprennent ces 3 choses pourront devancer les autres et décrocher l'un des rares billets pour la richesse. Ceux qui ne savent pas utiliser l'effet de levier ne décrochent pas le billet et perdent leur chance d'accéder à la richesse. Examinons ces 3 faits un par un
Je vais prendre l'exemple de l'investissement boursier, car je sais que beaucoup de mes lecteurs s'intéressent à ce domaine. Mais sachez que ces principes s'appliquent à tous les domaines. Numéro 1. Le rendement sur investissement nécessaire pour devenir riche est beaucoup plus élevé que vous ne le pensez. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent devenir riches en étant économes, en épargnant et en investissant de manière sûre, sans effet de levier. Mais c'est une stratégie qui a très peu de chances de vous rendre riche. Nous ne pouvons pas devenir riches si nous ne recherchons pas un taux de rendement de nos investissements supérieur à celui des autres. Pour comprendre cela, il faut bien comprendre l'inflation. Je ne dis pas simplement qu'il faut se préparer à une hausse des prix à long terme, alors lisez attentivement. Comment les prix sont-ils déterminés? Les prix sont déterminés par la masse monétaire, X, la vitesse de circulation de la monnaie, la production. La masse monétaire est la quantité totale d'argent en circulation dans l'économie. La vitesse de circulation de la monnaie est le nombre de fois qu'une unité monétaire est effectivement utilisée pour acheter des biens ou des services au cours d'une période donnée. Cette masse monétaire, X vitesse de circulation de la monnaie, est ce que nous appelons la demande. Comme la vitesse de circulation de la monnaie est généralement comprise entre 1 et 2 et ne varie pas beaucoup à long terme, la croissance à long terme de la demande est principalement déterminée par la croissance de la masse monétaire. D'autre part, la production est la quantité totale d'un bien ou d'un service produit et mis sur le marché. Pourquoi les prix, qui sont calculés comme masse monétaire X vitesse de circulation de la monnaie, production, semblent-ils augmenter inexorablement? Il existe plusieurs raisons, mais nous allons nous concentrer sur les plus fondamentales. Tout d'abord, la variable masse monétaire est déterminée par le consensus social. Si le volume actuel est de 100 $, il pourrait facilement passer à 1000 $ demain s'il existe un consensus social en ce sens. Ce consensus social sur la masse monétaire présente notamment un biais. En effet, tout le monde est fondamentalement favorable à une augmentation de la masse monétaire. Tout le monde préfère un gouvernement qui facilite l'emprunt à un gouvernement qui le rend plus difficile. Mais la variable appelée production est différente. S'il y a une pénurie de logements, il ne peut pas y avoir plus de logements demain. S'il y a une pénurie de pétrole brut, il ne peut pas y avoir plus de pétrole brut demain. Peu importe le nombre de personnes qui souhaitent entrer à l'université de Harvard, celle-ci ne peut pas augmenter sa capacité d'accueil du jour au lendemain. Les prix continueront d'augmenter à long terme en raison de la quantité d'argent qui peut augmenter à volonté par consensus social par rapport à la quantité de production qui ne peut pas augmenter de manière significative en raison de contraintes réelles. Le point important à comprendre ici est que plus la production d'un bien ou d'un service est limitée, plus les prix augmentent fortement. Par exemple, la musique numérique est très bon marché, quelle que soit la popularité d'une chanson dans le monde. En effet, la musique numérique peut être copiée à l'infini et est instantanément accessible à tous ceux qui le souhaitent. L'immobilier, en revanche, est différent. Si quelqu'un d'autre a acheté le bien immobilier que je souhaite acquérir, il m'est très difficile d'obtenir le même bien. Je ne peux l'acheter que si la personne qui l'a déjà acheté la vend, et bien sûr, elle la vendra plus cher que ce qu'elle l'a payé. En d'autres termes, plus l'offre d'un bien ou d'un service est limitée, plus la hausse des prix est forte, et la clé pour le consommer est d'acquérir un pouvoir d'achat plus rapidement que les autres. Par exemple, supposons que vous gagnez 100 000 $ par an, que vous ayez un taux d'épargne de 20%, que le taux d'épargne moyen à long terme aux États-Unis soit d'environ 7%, que vous soyez donc une personne très économe par rapport à la moyenne, et que votre salaire et votre consommation augmentent en moyenne de 3% par an. Combien de temps vous faudra-t-il pour acheter une maison de 2 millions de $, ce qui est considéré comme une maison haut de gamme aux États-Unis? Une maison de 2 millions de $ est un bien rare, comme nous l'avons expliqué précédemment. Son prix augmentera donc plus rapidement que le taux d'inflation moyen des prix à la consommation, qui est de 2 à 3%. Supposons que le prix des logements augmente en moyenne de 5% par an. Voyons d'abord ce qui se passerait
si vous placiez vos économies sur un compte d'épargne rapportant 3%. Vous ne pourrez pas acheter cette maison de votre vivant. La première année, lorsque vous avez économisé environ 20 000 $, la maison a pris 100 000 $ de valeur. Au bout de 10 ans, lorsque vous aurez ajouté environ 30 000 $ à votre capital, la valeur de la propriété aura augmenté d'environ 150 000 $. L'immobilier vous échappe donc à un rythme que vous ne pouvez pas suivre. Calculons donc à rebours le retour sur investissement dont vous auriez besoin pour acheter cette propriété dans 10 ans. Quel serait-il? Le rendement annuel moyen requis est de 56%, ce qui est énorme. À titre de référence, les investisseurs les plus célèbres au monde, tels que Warren Buffett, Benjamin Graham, George Soros et d'autres, ont des rendements annuels moyens à long terme de 20 à 30%. Vous devriez maintenir un rendement annuel moyen de 56% pendant 10 ans pour rattraper une maison qui a pris environ 3 millions de dollars de valeur au bout de 10 ans. Le retour sur investissement nécessaire pour passer d'une maison de classe moyenne à une maison haut de gamme est donc beaucoup plus élevé que vous ne le pensez. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en épargnant, en économisant et en investissant de manière prudente. N'oubliez pas que ce que vous voulez lorsque vous devenez riche est généralement quelque chose de rare, qui n'est pas produit en quantité suffisante et que d'autres personnes veulent avoir. Le taux d'inflation moyen pour l'ensemble du pays n'est pas très important. Ce qui compte, c'est le taux d'inflation des biens ou des services que vous souhaitez acheter. Les produits rares sont déjà très chers et leur prix augmente encore plus vite. Si je vole lentement, je ne les rattraperai jamais. Ce n'est qu'en volant plus vite que les autres que j'ai une chance de les rattraper. Numéro 2. Les taux de rendement élevés s'accompagnent toujours de risques élevés. Vous avez probablement réalisé que le taux de rendement nécessaire pour devenir riche est beaucoup plus élevé que vous ne le pensez. Nous devons atteindre un taux de rendement que même les maîtres de l'investissement n'ont pas pu atteindre. Est-ce possible? Malheureusement, ce n'est pas possible sans effet de levier. Il y a des limites au taux de rendement que l'on peut obtenir sur le capital propre sans effet de levier. Même les maîtres de l'investissement les plus célèbres au monde ont, dans la plupart des cas, des rendements annualisés moyens à long terme ne dépassant pas 30% par an. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les rendements élevés des investissements s'accompagnent nécessairement de risques élevés. Même si vous pouvez avoir de la chance une ou deux fois et obtenir un taux de rendement élevé à court terme, il est très improbable que vous puissiez maintenir ce taux de rendement à long terme. Il existe une limite de facto au taux de rendement que vous pouvez maintenir à long terme. Beaucoup de gens ignorent instinctivement ce fait, alors ils étudient leurs actions préférées et se disent « J'en sais plus que quiconque sur le sujet, comment pourrais-je échouer ?» Cela s'explique par le fait que nous ne comprenons pas le concept de marché parfaitement concurrentiel. Un marché parfaitement concurrentiel est un idéal théorique qui ne peut exister dans la réalité. Il répond aux conditions suivantes. Premièrement, il y a suffisamment d'acheteurs et de vendeurs. Il n'y a pas de situation où un seul vendeur détermine le prix du marché ou où un seul acheteur détermine le prix du marché. Comme il y a suffisamment de vendeurs et d'acheteurs, l'impact d'un acheteur ou d'un vendeur particulier sur le prix du marché est quasi inexistant. Deuxièmement, les biens ou services proposés par tous les vendeurs sont identiques, de sorte que les acheteurs font leur choix uniquement en fonction du prix. Troisièmement, tous les acteurs du marché disposent en temps réel d'informations complètes sur les prix, la qualité des biens, les conditions commerciales, etc. Quatrièmement, ce marché est facile d'accès et de sortie pour tous. Tout le monde peut produire et vendre des biens s'il le souhaite, et tout le monde peut vendre son entreprise et quitter le marché s'il le souhaite. Cinquièmement, les acheteurs et les vendeurs individuels acceptent le prix qui leur est proposé. Ils n'ont ni la capacité ni la volonté d'ajuster eux-mêmes le prix. Sixièmement, il n'y a pas de coût de transaction liés à l'échange de biens ou de services. À quoi ressemble un marché qui remplit ces 6 conditions?
Imaginons un marché parfaitement concurrentiel pour les hamburgers. Supposons que le prix d'un hamburger soit actuellement de 10 $. Si ce marché est parfaitement concurrentiel, je ne peux en aucun cas acheter un hamburger pour moins de 10 $. Comme tous les acteurs du marché disposent d'informations homogènes, même si j'explique que ce hamburger vaut en réalité 8 $, aucun vendeur ne sera disposé à me le vendre pour 8 $. Maintenant, que se passerait-il si le marché boursier était un marché parfaitement concurrentiel? Je ne pourrais en aucun cas acheter une action que tout le monde estime à 10 $ pour 8 $. Comme tous les acteurs de la transaction disposent d'informations homogènes, aucun vendeur ne vendrait une action qui vaut réellement 10 $ pour 8 $. Si le marché boursier était un marché parfaitement concurrentiel, il serait très difficile pour nous d'acheter une action à un prix inférieur à sa juste valeur et d'obtenir un taux de rendement élevé. Le marché boursier est-il donc proche d'un marché en concurrence parfaite? Est-il plutôt proche d'un monopole parfait, à l'opposé d'un marché en concurrence parfaite? Un monopole parfait est l'opposé des 6 conditions d'un marché en concurrence parfaite décrites ci-dessus. Un exemple classique est le monopole public sur les services d'approvisionnement en eau. Le gouvernement est le seul vendeur et peut déterminer à la fois la production et le prix. En quoi le marché boursier s'en rapproche-t-il? Le marché boursier n'est pas un marché parfaitement concurrentiel, car un marché 100% parfaitement concurrentiel est peu probable dans le monde réel, mais il est beaucoup plus proche d'un marché parfaitement concurrentiel que d'un marché monopolistique, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la proportion d'actions qui surperforment à long terme sur le marché boursier est très faible. Si le marché boursier était loin d'être parfaitement concurrentiel, les acteurs les mieux informés et les mieux financés devraient systématiquement surperformer. Cependant, comme je l'ai mentionné dans mon précédent document d'étude, même les gestionnaires de fonds de Wall Street, un groupe d'élite, ont obtenu des résultats assez médiocres en matière de performance d'investissement à long terme. Au cours de la dernière décennie, moins de 20% de tous les fonds à grande capitalisation aux États-Unis ont surpassé l'indice S&P 500. La qualité des informations dont disposent les acteurs du marché se rapproche de plus en plus grâce au développement des médias, et le délit d'initié est de plus en plus interdit par la loi, ce qui réduit l'écart d'information entre les acteurs du marché. Les coûts liés à la négociation d'actions existent, mais ils ne sont plus aussi élevés qu'auparavant. Aujourd'hui, une personne vivant en Asie qui ouvre un compte titre peut investir sur le marché boursier américain à des coûts de transaction réduits. De plus, comme il est de plus en plus facile pour tout un chacun d'obtenir les informations nécessaires pour investir en bourse, le temps consacré au processus de négociation diminue également. À bien des égards, le marché boursier n'est pas un marché parfaitement concurrentiel à 100%, mais il présente des caractéristiques similaires à celles d'un marché parfaitement concurrentiel. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible d'obtenir des rendements excédentaires, mais ce n'est pas facile. Pour surperformer le marché de 1%, un individu doit être légèrement plus intelligent que l'intelligence collective des acteurs du marché boursier. Pour surperformer le rendement du marché de 5%, un individu doit être beaucoup plus intelligent que l'intelligence collective. Pour surperformer le rendement du marché de 20%, un individu devrait être nettement plus intelligent que l'intelligence collective, et cette intelligence devrait être de classe mondiale. Surperformer le rendement du marché de 30% n'est tout simplement pas humainement possible. Personne ne peut être plus sage que l'intelligence collective, avec une marge aussi importante. Plus vous pensez qu'une action est bon marché par rapport à sa juste valeur, et plus vous pensez qu'elle reviendra rapidement à sa juste valeur, plus vous avez de chances de vous tromper, car votre jugement est contraire à l'intelligence collective actuelle. En d'autres termes, des rendements élevés s'accompagnent inévitablement d'un risque élevé. Pour rechercher des rendements élevés, vous devez être nettement plus intelligent que l'intelligence collective, ce qui n'est généralement pas très probable. Nous avons donc besoin d'effets de levier. Comme nous l'avons expliqué dans l'introduction, même si votre stratégie peut générer un rendement annuel moyen de 20% sur les capitaux propres,
Vous pouvez plus que doubler votre rendement sur les capitaux propres en empruntant. L'effet de levier est une approche beaucoup plus intelligente que d'essayer de réaliser l'impossible, comme trouver une stratégie avec un rendement annuel moyen de 40% sur les capitaux propres. Numéro 3. Comment gagner dans un système complexe et comment utiliser l'effet de levier de manière fiable. Si vous avez compris le contenu jusqu'à présent, vous devriez comprendre que pour gravir les échelons de la richesse, il faut un rendement des capitaux propres plus élevé que vous ne le pensiez, et que l'effet de levier est essentiel, car il y a une limite au rendement des capitaux propres qui peut être atteint sans effet de levier. Mais même pour ceux qui comprennent que l'effet de levier est essentiel, il n'est pas toujours facile de faire un choix. En effet, l'effet de levier est une stratégie qui effraie la plupart des gens. Il existe une possibilité évidente de grande réussite lorsque l'on utilise l'effet de levier. Mais il existe également une possibilité d'échec cuisant. Avant d'utiliser l'effet de levier, nous devons donc apprendre à investir de manière à toujours réussir et à utiliser l'effet de levier de manière fiable. Nous avons déjà appris comment toujours réussir en matière d'investissement. Dans le dernier article, nous avons appris qu'il existe 2 façons de gagner dans le système complexe de l'investissement. La première consiste à observer et à analyser des données à long terme afin de trouver les facteurs essentiels à la réussite d'un investissement. Et la seconde consiste à appliquer ces facteurs et à maintenir la stratégie inchangée pendant au moins 5 ans. La première est importante, mais la seconde est en réalité plus importante. Prenons l'exemple de la stratégie consistant à acheter un ETF S&P 500. Un ETF est un fonds coté et négocié en bourse comme une action et qui suit la performance de l'indice S&P 500. Investir à long terme dans l'ETS à vie S&P 500 signifie que vous souhaitez diversifier votre portefeuille en investissant dans 500 actions représentatives de chaque secteur sélectionné par S&P. Ce n'est pas une mauvaise stratégie, mais ce n'est pas une excellente stratégie, car de nombreux autres facteurs jouent un rôle dans la réussite d'un investissement, au-delà des actions représentatives de chaque secteur. Mais même cette stratégie médiocre a moins de chances d'échouer si vous prolongez votre horizon d'investissement à long terme. Les données de 1972, date de l'abolition de l'étalon or, à aujourd'hui montrent que si vous investissez dans l'indice S&P 500 pendant 3 mois, vous avez 33% de chances d'obtenir un rendement annualisé négatif. Mais si vous investissez pendant 15 ans, la probabilité d'un rendement annualisé négatif tombe à 0%, quelle que soit la date à laquelle vous avez commencé à investir. Même pour la stratégie la plus simple, qui consiste à suivre exactement le rendement de l'indice S&P 500, le fait d'augmenter l'horizon d'investissement à 15 ans en réduit considérablement la probabilité de perdre de l'argent. Bien sûr, si vous adoptez une approche plus stratégique, vous pouvez réduire à 5 ans la période d'investissement minimale, qui ramène la probabilité de perte à 0%. Au lieu de simplement acheter les actions à grande capitalisation, qui représentent chaque secteur, une stratégie qui tient compte de facteurs ayant une forte influence, tels que la valorisation, la dynamique des prix et les rendements pour les actionnaires, réduit la probabilité d'échec à 0%. Même avec un investissement de 5 ans, vous découvrirez des moyens spécifiques de mettre en œuvre ces stratégies dans les prochains supports de formation. Une fois que vous aurez appris comment faire en sorte que vos investissements aient en 0% de chance d'échouer sur 5 ans, il ne vous restera plus qu'un seul défi à relever. Il s'agit de maintenir un effet de levier stable pendant plus de 5 ans. C'est plus difficile que vous ne le pensez. Par exemple, que se passe-t-il si vous contractez un emprunt et essayez de le lever pour investir, mais qu'il s'agit d'un emprunt à 1 an? Vous devez investir pendant au moins 5 ans pour avoir 0% de risque de perdre de l'argent. Et si votre prêt a une échéance d'1 an, vous ne pourrez pas maintenir votre investissement pendant 5 ans. Ou que se passe-t-il si le capital et les intérêts que vous devez rembourser dépassent votre revenu disponible? Vous risquez de ne pas pouvoir tenir le cap pendant la période d'investissement minimale de 5 ans et de devoir sortir de l'investissement
tout en remboursant le prêt. Ou que se passerait-il si vous investissiez tout votre argent sans en garder pour vos dépenses courantes? Si vous devez déménager, faire face à des frais médicaux importants, dépenser beaucoup d'argent pour un mariage ou remplacer votre voiture en raison de circonstances imprévues, vous devrez arrêter d'investir. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour maintenir une stratégie de levier pendant 5 ans ou plus avec stabilité. Vous devez donc apprendre à éliminer le risque de perte lorsque vous investissez, ainsi qu'à utiliser l'effet de levier de manière stable sur une longue période. Numéro 4. Une stratégie d'effet de levier réussie est indispensable. À ce stade, vous devriez comprendre 3 faits. Le premier est que ceux qui souhaitent faire passer leur patrimoine au niveau supérieur doivent s'attendre à un rendement sur investissement beaucoup plus élevé qu'ils ne le pensent en raison des facteurs inflationnistes. Le deuxième est que l'effet de levier est essentiel pour obtenir des rendements très élevés, car le rendement pouvant être obtenu avec un risque acceptable est limité sans effet de levier. Le troisième était que les stratégies à effet de levier imprudentes sont très risquées. Vous devez donc apprendre des stratégies pour réduire la probabilité d'échec de vos investissements et des stratégies pour utiliser l'effet de levier de manière fiable. Une fois ces 3 faits compris, on comprend également que l'effet de levier est un élément essentiel de la richesse. Ceux qui ont construit une structure d'accumulation de richesse sous forme d'effet de levier maintiennent et augmentent facilement leur richesse. Ceux qui ne l'ont pas fait voient leur pouvoir d'achat facilement affaibli et perdent leur richesse au profit de ceux qui ont construit un effet de levier. De nombreuses personnes fortunées qui comprennent ces 3 faits utilisent déjà des stratégies d'effet de levier stables et puissantes. Warren Buffett, qui a dit un jour « Investir avec des emprunts, c'est comme conduire avec un couteau planté dans le volant », utilise également des instruments de levier très puissants, appelés sociétés cotées en bourse et flottants. Ce concept sera abordé plus en détail dans un autre support de cours. Les magnates de l'immobilier dans de nombreux pays comprennent également le concept de levier. C'est pourquoi ils contractent des emprunts hypothécaires pour investir dans l'immobilier, même s'ils disposent de liquidités. Si ceux qui comprennent l'effet de levier s'enrichissent, les premiers et font grimper le prix d'un bien ou d'un service rare, ceux qui ne le comprennent pas s'appauvrissent rapidement, leur pouvoir d'achat étant érodé par la hausse des prix. S'il n'existait aucun moyen de réduire à presque zéro le risque d'échec d'un investissement, et s'il n'existait aucun moyen d'utiliser l'effet de levier de manière stable, celui-ci ne serait pas un élément nécessaire à la concurrence. Cependant, comme ces méthodes existent, dès que beaucoup de gens les utilisent déjà, l'effet de levier est un élément essentiel pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. J'espère que cet article vous a motivé à apprendre comment réduire considérablement vos chances d'échec en matière d'investissement et comment utiliser l'effet de levier de manière fiable. Dans le prochain support de cours, nous aborderons le dernier élément constitutif de la richesse, le flux de trésorerie.